Chapitre 19. Nous décidâmes de rester et de séjourner plusieurs mois à Londres, cette ville si célèbre et si merveilleuse. Clerval brûlait de rencontrer les hommes les plus géniaux et les plus talentueux de l'époque, mais moi je n'y voyais qu'un intérêt secondaire. Ce qui me préoccupait principalement, c'était les moyens d'obtenir les informations nécessaires pour mettre ma promesse en œuvre. Très vite, je me servis des lettres d'introduction que j'avais apportées avec moi et qui étaient adressées aux physiciens les plus éminents. Si mon voyage avait été effectué à l'époque ou encore dans la joie, il m'aurait procuré les plus belles satisfactions. Mais les affres avaient perturbé mon existence, et j'allais rendre visite à ces personnes uniquement pour obtenir des informations qu'eux seuls étaient capables de me fournir et qui m'intéressaient au plus haut point. Toute société me tapait sur les nerfs. Seul, je pouvais m'abandonner à contempler la terre et les cieux. La voix d'Henri m'apaisait également, et j'avais alors l'illusion d'une sérénité passagère. Mais bientôt, des visages joyeux que je voyais emplissaient mon cœur de désespoir. Il me semblait qu'une insurmontable barrière s'était dressée entre les hommes et moi, et cette barrière était souillée par le sang de William et de Justine. L'évocation des événements qui se rattachaient à ces deux noms ravivait ma détresse. En Clerval, je revoyais l'image de ce que j'avais été autrefois. Il était curieux, avide d'acquérir l'expérience et le savoir. La différence des mœurs qu'il observait était pour lui une source inépuisable d'enseignement et de plaisir. Il avait, lui aussi, un but qu'il poursuivait depuis longtemps. Il voulait se rendre aux Indes, car il croyait que la connaissance qu'il avait des diverses langues et de la civilisation de ce pays l'aiderait beaucoup à contribuer au progrès de la colonisation et du commerce européen. Et c'était avant tout en Grande-Bretagne qu'il pouvait mettre ses projets en exécution. Il n'était jamais désœuvré, et son bonheur aurait été complet si je n'avais été toujours triste et déprimé. Je m'efforçais le plus possible de lui cacher mes peines, car je ne voulais pas l'empêcher de goûter à ces plaisirs naturels, qui sont ceux que rencontre un homme qui n'a pas de soucis et qui n'est pas hanté par de désagréables souvenirs, au moment où il pénètre dans un nouveau milieu. Je refusais souvent d'accompagner Henri sous prétexte d'un autre engagement, car je voulais rester seul. Je commençais par ailleurs de réunir les matériaux qui serviraient pour ma nouvelle création, et c'était une torture pour moi, équivalente à celle qui consisterait à recevoir, à l'infini, des gouttes d'eau sur la tête. Chaque fois qu'une pensée avait trait à mon travail, je vivais une angoisse extrême. Et chaque fois qu'un propos y faisait allusion, mes lèvres tremblaient et mon cœur battait avec précipitation. Au bout de quelques mois de notre séjour à Londres, nous reçûmes une lettre d'un Écossais qui, autrefois, nous avait rendu visite à Genève. Il nous parlait des beautés de son pays natal et nous demandait si elle n'était pas de nature à prolonger notre voyage jusqu'à Perth, où il habitait. Clerval était désireux d'accepter aussitôt l'invitation. Quant à moi, bien que je détestasse la compagnie des gens, j'étais ravi de revoir les montagnes, les fleuves et toutes ces merveilles dont la nature s'est servie pour parer ses lieux de prédilection. Nous étions arrivés en Angleterre au début du mois d'octobre, et nous étions maintenant en février. Nous décidâmes d'entreprendre ce voyage vers le nord à la fin du mois suivant. Pour effectuer le trajet, nous ne voulions pas emprunter la grande route d'Édimbourg, mais plutôt visiter Windsor, Oxford, Matlock, les lacs du Cumberland, de telle sorte que notre périple se termine vers la fin du mois de juin. Dans mes bagages, j'emportais mes instruments chimiques et le matériel que j'avais réuni, décidé à achever mes travaux dans un coin obscur sur les montagnes du nord de l'Écosse. Nous quittâmes Londres le 27 mars et nous demeurâmes quelques jours à Windsor pour y découvrir ces magnifiques forêts. Pour nous, qui étions des montagnards, c'était là un décor nouveau. Les chênes majestueux, le gibier abondant, les nobles troupeaux de cerfs, autant de choses que nous ne connaissions pas. De là, nous partîmes pour Oxford. Comme nous entrions dans la ville, nous avions la tête pleine du souvenir des événements qui s'y étaient déroulés près d'un siècle et demi plus tôt. C'était ici que Charles Ier avait rassemblé ses troupes. La ville lui était restée fidèle, alors que la nation entière l'avait abandonnée pour se ranger sous la bannière du Parlement et de la liberté. Le souvenir de ce souverain malheureux et de ses compagnons, l'affectueux Falkland, l'insolent Goring, de la reine et de son fils, donnait un intérêt particulier à chaque quartier de la ville où, supposait-on, ils avaient séjourné. L'esprit des siècles passés y avait trouvé un refuge, et nous en cherchions les traces avec ravissement. Mais si de telles réminiscences n'excitaient pas l'imagination, la ville en elle-même offrait suffisamment de beauté pour susciter notre admiration. Les collèges sont anciens et pittoresques, les rues pour la plupart attrayantes, et l'isis qui tourne autour de la ville à travers les prairies verdoyantes s'élargit en une nappe tranquille où se reflète un ensemble majestueux de tours, de clochers, de dômes au milieu des arbres séculaires. Ce spectacle me plaisait, bien que ma joie fût altérée par le souvenir du passé et par la crainte du futur. J'étais fait pour le bonheur le plus paisible. Durant ma jeunesse, je n'avais jamais été saisi par la tourmente et, si parfois l'ennui me prenait,
La contemplation de ce qu'il y avait de merveilleux dans la nature ou l'étude de ce qu'il y avait de plus beau et de meilleur dans les œuvres des hommes venait me distraire et me rendre l'équilibre. Mais je n'étais plus qu'un arbre foudroyé. La détresse avait rongé mon âme. Je sentais que je ne survivrais que pour une seule chose, offrir le spectacle d'un être misérable qui serait un objet de pitié pour les autres et de souffrance pour moi-même. Nous restâmes un long temps à Oxford. Nous nous y promenions dans les environs et nous cherchions à identifier chaque site qui aurait pu évoquer l'époque la plus troublée de l'histoire de l'Angleterre. Ces courts voyages d'exploration étaient régulièrement prolongés par suite de choses intéressantes qui se présentaient à nous. Nous visitâmes ainsi la tombe de l'illustre Hampden et l'endroit où était tombé ce patriote. Pendant un moment, mon âme s'élevait alors au-dessus des peurs misérables et vulgaires pour s'unir à de grandes idées de liberté et de sacrifice dont ces monuments étaient la lumière et le souvenir. Et j'osais, quelques brefs instants, me libérer de mes chaînes et regarder alentour, l'esprit libre et fier. Mais le fer avait trop profondément pénétré ma chair, et tremblant et désespéré, je recouvrais ma lamentable condition. Nous abandonnâmes Oxford avec regret pour gagner Matlock, qui était notre prochaine étape. Jusqu'à un certain point, les campagnes qui environnent ce village ressemblent aux paysages suisses. Mais tout y est à une échelle plus petite, et les collines verdoyantes n'ont pas cette blanche couronne des Alpes qui coiffe toujours les montagnes couvertes de sapins de mon pays natal. Nous visitâmes la merveilleuse grotte et les petits musées d'histoire naturelle où les curiosités sont exposées de la même façon que dans les collections de Servoz et de Chamonix. Ce dernier nom me fit trembler quand je l'entendis prononcer par Henri, et je me hâtais de quitter Matlock où s'était produite cette sinistre association d'idées. Après Derby, poursuivant toujours notre voyage vers le nord, nous passâmes 2 mois dans le Cumberland et le Westmoreland. Je pouvais à présent m'imaginer me trouver dans les montagnes suisses. De légères traces de neige qui demeuraient encore sur les flancs nord des montagnes, les lacs et le cours des torrents tumultueux m'étaient des spectacles chers et familiers. Ici, en outre, nous nouâmes quelques relations qui me permirent de goûter à un bonheur illusoire. Par comparaison, l'allégresse de Clerval dépassait de loin la mienne. Son esprit s'exaltait dans la compagnie d'hommes de talent et il puisait en lui-même des capacités et des ressources dont il n'aurait jamais fait preuve s'il avait fréquenté des gens qui lui étaient inférieurs. « Je pourrais passer ma vie ici », me disait-il. « Parmi ces montagnes, je regretterais à peine la Suisse et le Rhin. » Mais il s'aperçut aussi que la vie d'un voyageur comporte autant de fatigue que de joie. Il avait toujours l'esprit en éveil. Et, quand il commençait à se reposer, il était à peine amené à délaisser quelque chose qui lui avait procuré du plaisir que déjà un nouvel objet retenait toute son attention jusqu'à ce que celui-ci également fût remplacé par un autre. Nous venions tout juste de visiter les divers lacs du Cumberland et du Westmoreland et nous lier d'affection avec quelques-uns des habitants qu'arriva la date de notre rendez-vous avec notre ami écossais et que nous dûmes poursuivre notre voyage. Pour ma part, je n'en étais pas fâché. J'avais depuis un certain temps négligé ma promesse, et j'avais peur que cela eût contrarié le monstre. Il pouvait être resté en Suisse et se venger sur mes parents. Cette idée m'obsédait et venait me troubler chaque fois que j'aurais pu jouir de repos et de calme. J'attendais mon courrier avec une fiévreuse impatience. Si les lettres avaient quelque retard, j'étais malheureux et je nourrissais 1000 frayeurs. Et quand elles arrivaient, quand je reconnaissais l'écriture d'Élisabeth ou de mon père, j'avais peur de les lire et je craignais toujours le pire. Parfois, je croyais que le démon me courait derrière et qu'il était capable, pour punir mon retard, d'assassiner mon compagnon. Lorsque ces pensées-là me passaient par la tête, je ne quittais pas Henri un seul instant. Je le suivais comme son ombre pour le protéger contre une éventuelle attaque du destructeur. J'avais l'impression que j'avais moi-même commis quelque crime odieux et que j'étais hanté par ce souvenir. J'étais innocent, mais j'avais effectivement attiré sur ma tête une horrible malédiction, aussi mortelle que si j'avais été coupable. Je visitais Édimbourg, l'œil triste, l'esprit ailleurs. Et pourtant, cette ville aurait dû intéresser la plus malheureuse des créatures humaines. Clerval ne l'aima pas autant qu'Oxford, dont le caractère antique lui avait fortement plu. Toutefois, la beauté, la symétrie de la partie neuve d'Édimbourg, les châteaux romantiques qui se trouvaient à proximité, les plus charmants du monde, Arthur's Seat, St. Bernard's Well et les collines du Pentland, furent à ses yeux une compensation et le remplirent de joie et d'admiration. Mais moi, j'étais impatient d'arriver au terme de notre voyage. Après une semaine, nous partirent d'Édimbourg pour gagner Perth, après avoir passé par Cupar, St. Andrews et longé les rives de la Tay. Là, notre ami nous attendait. Mais je n'étais pas d'humeur à me réjouir, ni à parler avec des étrangers, ni même à m'enquérir de leur santé et de leurs projets, avec cette amabilité dont un invité doit faire preuve.
Je me contentais dès lors de dire à Clerval que j'envisageais de visiter l'Écosse tout seul. « Et toi, amuse-toi bien, lui dis-je. Prenons cet endroit comme lieu de rendez-vous. Je serai absent 1 mois ou 2. Et surtout, que mes déplacements ne te tracassent pas. J'ai besoin, pour un certain temps, de calme et de solitude. Quand je serai de retour, j'espère bien avoir le cœur plus léger et me trouver dans des dispositions d'esprit assez semblables aux tiennes. » Henri voulut me dissuader, mais voyant que je tenais fermement à ce projet, il n'insista plus et me demanda seulement que je lui écrive souvent. « Je préférerais, me dit-il, être à tes côtés dans tes randonnées solitaires, plutôt que de me trouver avec ces Écossais que je ne connais pas. Hâte-toi donc, mon cher ami, de revenir pour qu'avec toi je me sente de nouveau comme au pays, car voilà des sentiments que je ne peux pas éprouver durant ton absence. » Abandonnant mon ami, je décidai de me retirer dans un coin perdu de l'Écosse pour achever mes travaux dans la solitude. Je ne doutais pas que le monstre m'y suivrait, et qu'une fois ma tâche terminée, il me réclamerait sa compagne. Avec ces résolutions, je traversai les montagnes du Nord et choisis, pour théâtre de mes opérations, une des îles les plus éloignées des Orcades. C'était un endroit qui convenait assez bien à mon travail. En fait, une île rocheuse dont les flancs étaient continuellement battus par les vagues. Le sol y était pauvre, et c'est à peine s'il offrait un peu de pâture à quelques vaches. Quant aux habitants, ils n'étaient que 5, dont les membres malades et décharnés prouvaient la vie lamentable. Pour disposer de légumes, de pain et même d'eau fraîche, ils devaient, lorsqu'ils pouvaient se permettre ce luxe, gagner le continent à 5 miles de là. Dans toute l'île, il n'y avait que 3 misérables cabanes, dont une, au moment où j'arrivais, était inoccupée. Je la louais. Elle se composait de 2 pièces où dominait la crasse et l'abandon. Le toit de chaume s'était effondré, les murs n'avaient plus de plâtre et la porte était sortie de ses gonds. Je procédai à quelques réparations, achetai des meubles et pris possession de cette bâtisse, ce qui aurait dû sans doute étonner les habitants de l'île s'ils n'étaient pas à ce point englués dans leur sordide misère. De la sorte, je vécus à l'abri des regards et de toute gêne, et même une distribution de vêtements et de nourriture ne me valut presque aucun remerciement, tant ces gens-là, habitués à souffrir, étaient incapables d'avoir les réactions humaines les plus élémentaires. La matinée, je la consacrais au travail. Le soir, quand le temps était favorable, j'allais me promener sur la plage de Galets pour écouter les vagues mugir et bondir à mes pieds. C'était un spectacle monotone, mais qui variait toujours. Je songeais à la Suisse. Comme elle était différente de ce paysage désolé et terrifiant. Ces collines sont couvertes de vignobles, ces chalets sont disséminés à travers les plaines, ces superbes lacs reflètent des cieux bleus et sereins, et lorsqu'ils sont remués par le vent, leur tumulte, comparé au rugissement de l'océan immense, n'est qu'un jeu d'enfant. J'avais ainsi réparti mon temps au début, mais au fur et à mesure que je progressais dans mon travail, il m'horrifiait et me pesait de plus en plus. Parfois, des journées entières, je ne me sentais plus capable de pénétrer dans mon laboratoire, et, à d'autres moments, je travaillais nuit et jour pour achever ma tâche. Mais je m'étais attelé à une œuvre inouïe. À l'époque de ma première expérience, une espèce d'enthousiasme fou m'avait empêché de voir l'horreur de ce que je faisais. Mes esprits avaient été totalement accaparés par l'accomplissement de ma tâche, et mes yeux ne voyaient pas l'horreur grandissante. Mais à présent, j'agissais de sang-froid, et souvent, au milieu de mon travail, mon cœur se soulevait. Pris, occupé par la plus épouvantable besogne, plongé dans une solitude où rien ne venait, ne fût-ce qu'une seconde, distraire mon attention, je perdis peu à peu mon équilibre. Je devenais irritable et fébrile. À chaque instant, j'avais peur de rencontrer mon persécuteur. Parfois, je restais assis, les yeux fixés sur le sol, n'osant pas les lever, dans la crainte de voir surgir l'objet même de mes effrois. Et je n'osais plus non plus m'éloigner de la vue de mes semblables, de peur que le monstre, me sachant seul, ne vînt réclamer sa compagne. Et pourtant, je progressais, et mon travail avait déjà considérablement avancé. J'envisageais son achèvement avec un espoir trouble que je n'osais même plus mettre en question, malgré les terribles et obscurs pressentiments que je nourrissais au fond de mon cœur.